Un après-midi caniculaire, alors que le soleil brûlait les toits en chaume d'Obaso, une étrangère apparut sur le sentier poussiéreux menant au village. Elle ne portait rien d'autre qu'un panier tressé au bras et un petit sac en raffia qui contenait ses vêtements. Aucun compagnon, aucune salutation, juste son ombre glissant silencieusement sur la terre rouge. Son nom était Olaga. Et depuis toutes les années que le village d'Obaso existait, personne n'avait jamais vu une femme comme elle. Elle était belle, tissée de mystères. Les gens étaient stupéfaits. Les hommes la fixaient, les femmes chuchotaient. Elle ne dit que peu de mots à son arrivée, seulement qu'elle avait besoin d'un endroit pour dormir. Elle choisit la hutte abandonnée près de la lisière de la forêt, une hutte qui avait appartenu à un vieux chasseur qui avait disparu une saison des ratans. Personne n'osait s'en approcher auparavant. Mais Olaga s'y installa sans peur, balayant le sol avec des feuilles de palmier et chantant des chansons que personne ne reconnaissait. Puis, elle commença à vendre des bananes sur la place du village. Ce qui s'ensuivit ne pouvait être décrit que comme le chaos. Les hommes qui traînaient paresseusement devant le bar à vin de palme se souvinrent soudain qu'ils avaient besoin de bananes. Les garçons qui ramassaient du bois passaient juste devant son étal. Même les deux fils du chef du village, des hommes forts et fiers avec femmes et enfants, commencèrent à lui rendre visite sous prétexte de course au marché. Son étal débordait d'admirateurs chaque matin. Les autres femmes qui vendaient des tomates, des oignons ou du gombo se plaignirent amèrement. Mais comment pouvaient-elles rivaliser ? Ces bananes n'étaient pas différentes de celles des autres. Mais Olaga les faisait ressembler à des offrandes dorées d'une déesse. Ce qu'aucune d'entre elles ne savait, c'est qu'Olaga n'était pas celle qu'elle semblait être. On ne la voyait jamais près des miroirs, elle ne jetait jamais un regard sur les bassines polies, ne se regardait jamais dans le ruisseau où les autres admiraient leurs reflets. En fait, chaque fois qu'un miroir était placé près d'elle, par accident ou par malice, elle se détournait si rapidement, comme si elle craignait d'être maudite. Et elle avait peur car dans le miroir, sa véritable forme l'attendait. Une forme non pas faite de beauté et de bronze, mais d'ombre avec des yeux qui brillaient comme du charbon ardent et un visage déformé par une tristesse ancienne. Seul Olaga savait ce qui se passerait si les gens d'Obaso la voyaient un jour. Mais les hommes continuaient de venir. Ils lui apportaient des cadeaux, de la viande de chèvre, de l'huile de palme, des ignames. Ils rôdaient près de sa hutte comme des abeilles autour du miel. Au début, elle résista, leur disant gentiment mais fermement de rentrer chez leur femme. Mais ils n'écoutaient pas. Ils disaient qu'elle était trop belle pour être seule, qu'elle avait été envoyée par les dieux eux-mêmes, que même leurs rêves lui appartenaient désormais. La chute des hommes d'Obaso. Lentement, un par un, les liaisons commencèrent. Des maris commencèrent à dormir dehors la nuit, frappant doucement à sa porte. Des pères commencèrent à mentir à leurs enfants, disant qu'ils partaient en expédition de chasse. Même des anciens respectés commençaient à perdre leur honneur sous le charme de son attrait. Les femmes d'Obaso devinrent amères. Certaines menacèrent de l'affronter. Certaines crachaient lorsqu'elles entendaient son nom, mais personne n'osait l'approcher directement, car il y avait dans ses yeux quelque chose qui n'était pas tout à fait humain. Il y avait quelque chose dans l'air d'Obaso, quelque chose que personne ne pouvait nommer. Le vin de palme coulait toujours au bar, mais les hommes du village, eux, avaient changé. Ils marchaient avec des yeux voilés, riaient sans joie et criaient à la moindre provocation de leurs femmes. Leurs femmes, qui portaient autrefois des pagnes colorées et chantaient, marchaient maintenant la tête basse et dans un silence amer. Les enfants regardaient avec confusion leurs pères autrefois aimants devenir coléreux et étrangers. Et au cœur de tout cela se tenait Olaga, calme et épargnée par les tempêtes qu'elle avait elle-même engendrées. Elle ne tressaillait pas quand les femmes chuchotaient derrière son dos. Elle ne répondait pas aux accusations ou aux rumeurs. Elle se contentait d'ajuster son pagne, de mettre son panier de bananes et de sourire avec ce calme envoûtant qui rendait même son silence oppressant. Mais les femmes voyaient la vérité dans leur bleu. Les hommes qui tremblaient autrefois à l'idée de lever la main sur leurs femmes se comportaient maintenant comme des bêtes. Ils rentraient chez eux avec l'odeur des peaux de bananes et la sueur d'un parfum qui n'était pas celui de leurs épouses. Adhésie se bat. Parmi toutes les femmes qui pensaient leur cœur brisé, une se distinguait, Adhésie. Adhésie n'était pas une simple villageoise. C'était le genre de fille qui dansait comme une mélodie, dont le rire apportait la paix même aux mères en deuil. Tout le monde à Obaso connaissait son histoire d'amour avec Eman. Comment ils avaient grandi ensemble, ramassant l'eau au ruisseau, partageant des mangues dans la brousse. Quand Eman l'avait finalement épousée, tout le village avait dansé. Ils étaient l'envie de beaucoup. Alors quand lui aussi commença à fréquenter la hutte d'Olaga, le village retint son souffle. Même les anciens chuchotaient, si Olaga peut prendre Eman, personne n'est en sécurité dans ce village. Adhésie ne dit rien au début. Elle pleurait dans son pagne la nuit, son cœur s'effritant comme de la farine d'igname séchée. Elle connaissait Eman depuis toujours, chaque cicatrice sur sa main, chaque rythme de son cœur.
Ce nouvel homme, celui qui rentrait tard avec ce regard étrange, n'était pas l'Eman qu'elle avait épousé. Quelque chose n'allait pas, et elle ne pouvait pas attendre que les dieux le corrigent. Alors Adhésie se mit à surveiller. Elle cessa de faire la cuisine le matin. À la place, elle se couvrit la tête d'un simple foulard, s'étala du charbon de bois sous les yeux comme une chasseuse, et se cacha derrière des arbres et des buissons. Elle suivait les mouvements d'Olaga, de son étal de bananes au sentier du ruisseau, de la place du village à la hutte abandonnée. Adhésie gardait ses distances, mais ne la perdait jamais de vue. Elle observait les hommes venir et partir, un jour avec du bois, le lendemain avec un panier d'escargots. Elle regardait Olaga accepter chaque cadeau avec un sourire, mais jamais avec des remerciements. Les hommes repartaient de chez elle en marchant de travers comme des ivrognes, leurs yeux vitreux et leurs cœurs battant comme des tambours désaccordés. Mais le plus effrayant, c'est qu'Olaga n'avait jamais peur. Elle vivait comme si elle était au-delà de toute conséquence. Et c'est là qu'Adhésie comprit qu'il ne s'agissait pas d'une femme ordinaire. Mais au milieu de tout cela, Adhésie ne parvenait pas à trouver quelque chose de tangible contre Olaga. C'était un après-midi tranquille à Obazo. Olaga, enveloppée dans son pagne bleu habituel, traversait la place du village avec son panier de bananes sur la tête. Comme toujours, les têtes se tournaient, les hommes s'arrêtaient en pleine conversation, les garçons lâchaient leurs lance-pierres, et même la brise semblait murmurer en sa présence. Mais le destin avait quelque chose de différent en réserve ce jour-là. Un petit garçon, pas plus de 5 ans, jouait près de l'étal de fruits, gloussant en tenant un miroir en métal brillant que sa mère avait rapporté d'un marchand itinérant. Il l'agitait sous le soleil, captant la lumière et la dispersant en jouant autour du marché. Alors, juste au moment où Olaga passait, sa main inclina le miroir et il attrapa son visage. Pour la première fois, le village vit Olaga crier. Un cri perçant et inhumain s'échappa de ses lèvres. Elle laissa tomber son panier. Les bananes tombèrent sur la terre comme de l'or dispersé, et elle se couvrit le visage, trébuchant en reculant. Le petit garçon se figea. Il regarda à nouveau dans le miroir, et ce qu'il vit n'était pas le visage de la belle femme que tout le monde adorait. Ce qu'il vit était quelque chose de tordu, d'ancien et de monstrueux. Sa petite main trembla. Le miroir tomba. Il hurla et se mit à courir. Sa mère le rattrapa paniqué, mais il se débattait comme un enfant possédé, pointant du doigt Olaga et criant « Elle n'est pas réelle. Elle n'est pas réelle. » Le marché tomba dans un silence de pierre. Les femmes commencèrent à murmurer « Qu'a vu ce garçon? Pourquoi Olaga a-t-elle crié? Pourquoi ne se regarde-t-elle jamais dans les miroirs ?» La suspicion, autrefois enfouie sous la jalousie, s'éleva comme de la fumée. Mais ce n'était pas le pire. Quelques jours plus tard, Obazo sombra dans la folie. Les hommes, autrefois enivrés par la luxure, commencèrent à se battre ouvertement. Les poings volèrent sur la place du village. Les lances furent tirées devant les sanctuaires. Des hommes adultes, des pères, des anciens, des maris mariés n'étaient plus eux-mêmes. Ils se disputaient pour savoir à qui Olaga appartenait vraiment, qui avait son cœur, à qui elle murmurait au plus profond de la nuit. Certains déchiraient leurs vêtements, d'autres pleuraient comme des enfants, d'autres encore hurlaient son nom comme des âmes perdues. Olaga les observait, toujours aussi calme, ses yeux aussi froids et vides que la nuit sans lune. Les femmes d'Obazo pleuraient, leur foyer était brisé, leurs fils corrompus, leur mariage anéanti. C'est à ce moment-là qu'Adhésie, celle dont le cœur saignait le plus, se leva et dit aux femmes « Nous ne pouvons pas rester assises et mourir. Nous devons combattre cet esprit avec la vérité. » La prophétie du Dibia. Elles se rassemblèrent. Les femmes d'Obazo, vêtues de pagnes de deuil, portant des calebasses de noix de cola, de vin de palme et de feuilles d'amertume, marchèrent au-delà des collines et des rivières jusqu'à la grotte de Dibia, le devin des 7 royaumes. Il était assis en tailleur derrière un feu. Ses cheveux étaient blancs comme du coton, ses yeux voilés par une sagesse ancestrale. Quand elles lui dirent la raison de leur venue, Oji ne répondit pas. Au lieu de cela, il rit. Un rire profond et retentissant qui fit s'envoler les oiseaux des arbres. Les femmes échangèrent des regards apeurés. Adhésie serra la mâchoire. « Qu'y a-t-il de drôle, grand sage ?» demanda-t-elle. Oji la regarda et dit « Vous venez chercher le remède, mais vous ne comprenez pas encore la cause. » Puis, d'une voix qui fit trembler les feuilles sur les arbres, il leur révéla la vérité. Olaga était autrefois l'une des vôtres, pas seulement une femme, mais la plus pure d'entre vous, leur dit-il. Elle est née avec une marque rare sur le visage, que les dieux avaient placée pour tester le cœur de l'humanité. Mais vous l'avez trahie. Les hommes se détournaient avec dégoût lorsqu'elle passait. Les femmes se moquaient de sa beauté. Personne ne voulait l'épouser. Et puis, une nuit, quelqu'un entra dans sa hutte et abusa d'elle. Elle le connaissait. Elle l'a dénoncé. Mais il lui a craché au visage et a ri.
Et le village l'a cru, lui, pas elle. Elle a porté son enfant dans la honte. Et une nuit, elle est allée dans la forêt interdite où aucun mortel n'ose s'aventurer. Là, elle a offert sa vie et la vie de son enfant à naître à un esprit sombre en échange de la vengeance et de la beauté. Elle a demandé à être adorée, vénérée et qu'on se souvienne d'elle. Et l'esprit a exaucé son vœu, mais à un prix. L'Olaga que vous voyez maintenant n'est qu'une coquille. Son âme est partie. La femme n'est plus. Ce qui marche dans votre village est l'esprit de la destruction, portant la peau d'une fille brisée. Les femmes pleurèrent, même les plus âgées, même les plus amères. La pitié s'insinua dans leur cœur. Mais Oja leva la main et leur dit, « Ne pleurez pas pour elle. Elle a choisi les ténèbres. Elle a fait son vœu. Maintenant, elle est un puits qui boit le cœur des hommes et recrache de la poussière. Si vous voulez l'arrêter, vous devez être prête à affronter non pas sa beauté, mais sa vérité. » Le feu dans la grotte de Dibia s'était réduit à des braises incandescentes lorsqu'il parla à nouveau. « Elle a déjà fait cela, dit-il doucement, presque pour lui-même. Olaga va de village en village, laissant derrière elle des cendres là où l'amour a vécu. Sa vengeance n'est pas aveugle. Elle est délibérée. Elle se nourrit de la culpabilité des hommes infidèles. Ses victimes sont toujours les mêmes. Les maris qui trompent, les pères qui mentent, les hommes dont les mots sont plus doux que leur esprit. » Les femmes baissèrent les yeux, leurs yeux picotants de honte et de culpabilité. Leurs maris avaient invité cette malédiction dans leur foyer. Leur cupidité, leurs mains errantes et leurs yeux affamés avaient éveillé la destruction. « Comment pouvons-nous l'arrêter » murmura Adésie. « Le miroir de la vérité. » Oji regarda la fumée pendant un long moment avant de répondre. Puis, avec une profonde inspiration, il tendit la main derrière son sanctuaire et en sortit un long objet étroit enveloppé dans un tissu blanc. Un miroir, mais pas un miroir ordinaire. Il le déballa lentement, et la lumière du feu vacilla sur le verre. Il murmura dans le miroir, sa voix basse et tremblante de pouvoir. Le verre scintilla faiblement, comme s'il était devenu vivant. « Ce miroir détient le pouvoir de lever les illusions, » dit-il, le tendant à Adésie. « Si Olaga se regarde dedans, ne serait-ce qu'un instant, sa vraie forme apparaîtra. Mais soyez prévenus, vous devez agir immédiatement. Une fois qu'elle sera démasquée, suivez tout ce que je vous ai dit. Pas d'hésitation. Si vous échouez, vous pourriez ne pas survivre pour réessayer. » Elles s'inclinèrent profondément, le remerciant avec des offrandes, de la noix de cola et une poule blanche immaculée qu'elles placèrent à ses pieds. Puis elles se tournèrent, portant le miroir enchanté comme un objet sacré, et commencèrent leur voyage de retour vers Obaso. Pendant ce temps, à Obaso, le soleil ne s'était pas encore levé lorsque les cris commencèrent. Les villageois coururent vers la place, serrant des pagnes et des lanternes. Les enfants pleuraient. Les femmes se couvraient la bouche d'horreur. Sur la terre rouge de la place du village gisaient les corps sans vie de 3 hommes. Leurs yeux étaient ouverts. Leurs visages tordus dans une expression de terreur. Leurs doigts étaient recroquevillés vers l'intérieur comme s'ils s'accrochaient à des cordes invisibles qui les tiraient vers l'au-delà. Le prêtre fut appelé, le chef fut convoqué, des prières furent chantées, des libations versées, mais personne ne pouvait expliquer ce qui s'était passé, sauf les femmes. Elles savaient qu'Olaga les avait réclamés. Ils étaient tous connus pour être des hommes infidèles. Chacun avait visité sa hutte. Chacun avait abandonné le lit de sa femme pour sa beauté enivrante. La nouvelle se répandit comme une traînée de poudre. Et pourtant, Olaga était intouchée. Elle traversa la place plus tard ce matin-là, aussi calme qu'une rivière en saison sèche. Sa tête était haute, son panier de bananes en équilibre sur sa tête avec une grâce sans effort. Pas même les corps de ses victimes ne l'arrêtèrent. Sa beauté brillait plus fort que jamais, comme si elle se nourrissait du chaos autour d'elle. Les femmes la regardaient passer. Elle serrait les poings. L'absence d'Adésie et des autres femmes était douloureuse comme une plaie. Elles n'étaient pas encore revenues de leur voyage et le temps pressait. L'air d'Obaso était lourd de peur. Les tambours étaient silencieux. Les lits ne couinaient plus. Et l'esprit de la destruction continuait de marcher parmi eux, portant le visage d'une déesse. Au matin du 7e jour, Obaso n'était plus un village, c'était l'ombre de lui-même. Cet homme était mort. 7 pères, 7 maris, cette âme qui s'était trop approchée de la flamme. Personne n'osait dormir. Le marché était vide. Les tambours s'étaient tus. Les enfants s'accrochaient à leur mère et même les lits refusaient de chanter. Puis, juste au moment où le soleil se levait sur les collines et baignait la terre d'une lumière dorée, Adésie et les femmes revinrent. Elles arrivaient comme des guerrières, le visage fatigué, les yeux vifs, leurs pas assurés, enveloppés de blanc et de cendre. Elles se déplacèrent tranquillement dans le village, sans attirer l'attention.
Elle portait le miroir enchanté, enveloppé dans un tissu blanc, comme le Dibia leur avait ordonné. Ce matin-là, elles ne pleuraient pas, elles agissaient. Au centre de la place du marché, là où Olaga passait souvent, les femmes placèrent le miroir à la verticale sur un support en bois sculpté. Elles le recouvrirent une fois de plus d'un tissu blanc et versèrent des gouttes d'huile de palme tout autour, formant un cercle sacré. L'air était lourd. Le piège était tendu. Quelques minutes plus tard, elle arriva. Le pagne d'Olaga était rouge ce jour-là, la couleur du feu et du sang. Son panier était en équilibre comme toujours, sa démarche aussi gracieuse qu'une feuille emportée par le vent. Elle n'avait pas vieilli d'une seconde. Au contraire, elle était plus radieuse, plus terrifiante dans sa beauté. Les villageois la regardaient depuis l'arrière des magasins et des portes. Certains retenaient leur souffle, d'autres tenaient leur cœur. Olaga s'approcha de la place du marché. Puis, juste au moment où elle passait devant le miroir, quelqu'un l'appela par son nom, Olaga. Elle se tourna, à cet instant précis, le tissu fut retiré du miroir. Le miroir la regardait, immobile et en attente. Les yeux d'Olaga rencontrèrent son reflet et la terre sembla cesser de tourner. Elle poussa un cri. Un son qui n'était pas celui d'une femme ou d'un être humain, mais de quelque chose d'ancien, de tordu et rempli d'agonie. Le village entier le vit. Ils virent tous le reflet dans le miroir. Ce n'était plus la belle femme qu'ils connaissaient. Ce qui se tenait dans la glace était une entité sombre, tordue et brûlée. Ses yeux étaient comme des puits de feu noir. Sa bouche était étirée dans un cri éternel. Et puis, le miroir l'attira. Son corps vacilla, se tordit et disparut, aspiré dans le verre comme de la fumée dans un pot. Elle était piégée. Adésie agit rapidement. Elle s'agenouilla devant le miroir et brisa l'œuf sacré que Dibia leur avait donné. Un grand vent se leva. Puis, d'une seule voix, elles soulevèrent le miroir et le brisèrent sur le sol. Une lumière aveuglante jaillit des éclats, puis le silence. Plus d'oiseaux, plus de vent, plus de cris, juste la paix. Pour la première fois depuis des semaines, l'air était calme, le soleil chaud, la terre ne brûlait plus, le sol ne semblait plus lourd. L'esprit était parti. Olaga ne fut plus jamais revu. Et à sa place, une leçon demeura. Les hommes d'Obaso pleurèrent, non seulement par peur, mais par honte. Ils allèrent vers leurs femmes à genoux, pieds nus et avec des mots brisés. Ils demandèrent pardon. Certains jeûnèrent. Certains construisirent des sanctuaires chez eux pour honorer la loyauté. Tous avaient appris une terrible vérité. Quand un homme rompt ses vœux, il ouvre une porte, et toutes les entités qui la franchissent ne sont pas des femmes en chair et en os. Ainsi, l'histoire d'Olaga, la femme qui ne se regardait jamais dans les miroirs, l'esprit qui punissait les hommes infidèles, fut racontée de bouche à oreille, de génération en génération. Les enfants se rassemblaient autour des feux pour entendre comment la beauté peut cacher la destruction, et comment le miroir, bien que silencieux, ne ment jamais. Et chaque fois qu'une étrangère entrait, les femmes la regardaient attentivement, non pas avec haine, mais en souvenir.